L'artillerie blindée allemande. Tout au long de son temps de commandement, Heinz Guderian a toujours été convaincu qu'une division bien organisée et réellement efficace devait disposer de manière organique de sa propre artillerie autopropulsée avec la même capacité de projection que les Panzers et immédiatement disponible pour fournir un tir d'appui à la demande. Cette idée de Guderian aurait pu voir le jour au moment du réarmement de l'Allemagne au cours des années 30, mais cela ne resta qu'un rêve. Tandis qu'une propagande subtile et sophistiquée forgeait au sein du grand public le mythe d'un Troisième Reich immensément puissant, la réalité était toute différente et le programme d'armement, bien que très large, n'avait que peu de profondeur. Adolf Hitler voulait la guerre, mais il n'avait pas l'intention de soumettre l'Allemagne à une répétition du conflit qui avait causé sa perte lors de la Grande Guerre. Même le programme de réarmement faisait l'objet d'une propagande exagérée comparée à son financement réel et peu de personnes étaient conscientes de la pression exercée sur l'économie du pays avant même que la guerre n'ait commencé. Lorsque la guerre commença, Hitler souhaitait un conflit rapide et net. Le conflit qui débuta le 1er septembre 1939 vit l'Allemagne préparée à rien sauf à une guerre très courte. Le corps blindé était certainement le plus à même de supporter un conflit majeur. Les chars moyens qui constituaient la base de la doctrine d'emploi des blindés pour la guerre sortaient à peine des chaînes de montage. La cadence de production des Panzers était basse et elle allait le rester plusieurs années encore après le début de la guerre. À ce stade, il n'était pas envisageable que les Panzerdivisions disposent de leur propre artillerie chenillée, alors que les chars que celles-ci devaient appuyer n'étaient pas encore produits en nombre suffisant. L'impréparation se reflétait également dans la dotation en camions de ravitaillement. Lors de la mise en place de l'opération Barbarossa, les détachements de transport étaient équipés de véhicules prélevés sur toutes les armées que l'Allemagne avait vaincues. La modernité n'était qu'une façade et l'artillerie en était le meilleur exemple. Hormis un petit nombre de canons tractés par des semi-chenillés capables de suivre les Panzerdivisions pour assurer leur appui direct, la grande majorité des pièces d'artillerie étaient tirées par des chevaux. 3 millions de chevaux furent déployés en Russie par la Wehrmacht. Tandis que les tendons et les muscles accomplissaient les grandes marches dans l'arrière-pays soviétique durant la première phase de Barbarossa, le spectacle des colonnes et des armes transportées à dos de cheval, faisant mouvement vers l'Est, rappela celui des troupes allemandes sur le même chemin dans la Russie de 1918. Bien que l'économie germanique fût sur le point de connaître une remarquable expansion au cours de l'année qui allait suivre, permettant l'achat massif d'armes, Guderian n'en eut jamais la quantité qu'il estimait nécessaire. Le tout premier Panzerjäger faiblement blindé était un canon automoteur anti-char monté sur le châssis du Panzer 1B. Engagé pour la première fois en 1940, il était construit autour du canon anti-char tchèque de 47 mm, qui avait à la fois une vitesse initiale plus élevée et tirait une munition plus lourde que le PAK-36 allemand. Il emportait 86 obus et la protection des 3 membres d'équipage était minimale. La superstructure ouverte à l'arrière et sur le dessus ne comportait qu'un bouclier d'une épaisseur de 14 mm 5 autour du canon. 202 exemplaires furent convertis jusqu'en février 1941 par Daimler-Benz et Skoda. La plupart furent employés en 1941 en Russie. Un petit nombre des Panzerjäger 1 servirent en Afrique du Nord. 3 compagnies de l'unité 605 furent envoyées en Libye début 1941 et participèrent aux batailles majeures dans le désert occidental jusqu'à El Alamein. À la fin 1940, le même canon fut commandé pour être monté sur les chars Renault R-35 pris aux Français en remplacement du Panzer 1. Ces engins furent principalement utilisés en Normandie. Les Panzerjäger 1B survivants, retirés du service en 1943, terminèrent leur carrière dans les centres d'entraînement. C'est une autre arme étrangère qui allait être montée sur le nouveau Panzerjäger, les Allemands ayant pris aux Russes un grand nombre de l'excellent canon de 76 mm en 1941. La rencontre avec les nouveaux chars soviétiques au début de la campagne de Russie fut un choc pour l'armée allemande. Le renseignement n'avait donné aucune information sur l'existence des KV-1 et KV-2. Seules les compétences militaires des Allemands compensèrent leur infériorité technologique face à ces nouvelles machines. Ce fut le T-34 qui créa la plus grande surprise
tant il représentait un bond en avant dans la conception des chars. Pour l'infanterie allemande obligée de faire face à ces formidables engins, l'inefficacité du canon PAK-36 de 37 mm, déjà constaté lors de la bataille de France, fut largement confirmée en Russie. Même tirée à bout portant, la munition perforante de ce canon anti-char rebondissait contre l'épais blindage de ces monstres d'acier. Le PAK-38 de 50 mm, mis en service en faible nombre juste avant Barbarossa, ne fit guère mieux. Cette arme ne réussissait à pénétrer le blindage des T-34 qu'à une faible distance. Les Allemands se tournèrent alors vers les canons M1936 et M1939 de 76 mm, capturés en quantité depuis juin 1941. Rechambrés pour pouvoir tirer la munition du PAK-40 de 75 mm, qui fut mise en service dans la précipitation avant la fin de l'année 1941 et rebaptisé PAK-36-39, ces tubes allaient servir l'armée allemande jusqu'à la fin de la guerre. Le prototype du Panzerjäger 38T apparut dès décembre 1941. Par ailleurs, le besoin d'un canon automoteur capable de tenir tête aux chars russes était grandissant. Le PAK-36-39 était une arme anti-char redoutable. Bien que la production du fragile Panzer 38T prit fin en 1942, le châssis fut produit pour servir de plateforme de canons anti-char et d'artillerie jusqu'en 1945. La disponibilité des variantes Panzer 2D et E à la fin 1941 provoqua leur conversion pour l'emport du canon de 76 mm. De manière inattendue, les premiers Panzerjäger 38T, connus sous le nom de Marder 3, ne connurent pas leur baptême du feu en Russie, mais avec l'Afrika Korps, et bien qu'il opérât du désert aux steppes de Russie, ce nouveau véhicule n'était en fait à l'origine qu'un bouche-trou, car les troupes en avaient désespérément besoin. Le canon était capable de perforer 55 mm de blindage jusqu'à 2000 m, mais le Marder était handicapé par sa silhouette massive. Alors qu'en Russie, les équipages pouvaient tenter de masquer leur engin en attendant l'ennemi, immobiles jusqu'au moment de tirer, appliquer une telle tactique dans le désert était bien plus ardu. La protection balistique étant très faible, le bouclier n'étant épais que de 15 mm, ce qui rendait l'équipage très vulnérable aux tirs directs, de même qu'aux éclats d'obus explosant trop près du véhicule. Malgré tout, 363 exemplaires furent produits par l'usine BMM de Prague. La conversion grossière des Panzer 2D en Marder 2 témoigne de l'impatience avec laquelle les 201 exemplaires produits entre avril et juin 1942 étaient attendus au front. Le Panzerjäger 2D apparut pour la première fois aux informations lorsqu'en juillet 1942, le bataillon de chasseurs de chars de la première SS Panzer Division Leibstandarte de Adolf Hitler, reconstitué et reposé, parada dans Paris sur les Champs-Élysées avec d'autres détachements de l'unité. Tous étaient peints de la livrée standard gris sombre. L'homme qui salue n'est autre que le maréchal Gerd von Rundstedt, chef du groupement Ouest. La majorité des 150 machines produites jusqu'en mai 1942 furent engagées sur le front de l'Est au sein des Panzer et Panzergrenadier Division qui menaient l'offensive dans le sud de la Russie. Même si le canon 76 mm donnait toute satisfaction, le Marder 2 souffrait, comme le Marder 3, de son imposante silhouette. La démonstration de la puissance de feu du Panzerjäger 2D fut faite au maréchal Göring lorsqu'il rendit visite à l'unité d'entraînement des bataillons de chasseurs de chars de la division portant son nom en avril 1943. 2 mois plus tard, plus de 10 000 soldats allaient se rendre lorsque la tête de pont de l'Axe en Tunisie tomba sous les coups des Alliés. Le développement du PAK-40 de 75 mm avait été ralenti malgré les contrats signés des 39 pour un nouveau canon anti-char. L'apparition de nouveaux blindés soviétiques acheva l'autosuffisance qui avait prévalu jusqu'alors. Un programme accéléré de Rheinmetall-Borsig lança la production et la mise en service des premiers PAK-40 à la fin 1941. Le PAK-40 était une arme excellente. Son profil bas permettait à son équipage de tirer pleinement parti de la puissance de pénétration et de la portée de sa munition perforante. Il pouvait traverser 100 mm de blindage sous un angle de 30 degrés à une distance de 500 mètres. La cadence de tir normale était de 12 coups par minute, mais un équipage expérimenté pouvait faire encore mieux. L'efficacité indéfectible du PAK-40 en fit le canon anti-char standard, ainsi qu'une pièce d'artillerie légère utilisée jusqu'à la fin de la guerre. Il fut aussi utilisé sur de nombreux châssis comme canon automoteur.
En juin 1942, Farmau, MAN et Daimler-Benz reçurent l'ordre de réserver 75% de leur production de châssis de Panzer II à la construction d'un nouveau Panzerjäger armé d'un canon anti-char de 75 mm. Ce véhicule dénommé Marder II fut produit jusqu'en juin 1943 lorsque décision fut prise de consacrer toute la production des châssis de Panzer II à l'obusier automoteur léger Wespe. Jusqu'alors, 651 Marder II avaient été produits, employant aussi bien des châssis neufs que ceux des premiers modèles de Panzer II rentrés en Allemagne. Le Marder II était en configuration ouverte avec un blindage léger monté sur le devant et les côtés de la casemate du canon. Alors qu'ils équipaient les bataillons de Panzerjägers, beaucoup de Marder II furent aussi utilisés par les troupes aéroportées qui, après les lourdes pertes subies en Crète, furent employés comme infanterie classique sur l'ordre d'Hitler. Bien qu'ils servirent sur tous les fronts jusqu'à la fin de la guerre, c'est lors de la campagne de Russie que le gros de ces engins firent payer un lourd tribut aux blindés soviétiques. L'arrivée du PAK-40 permit aux équipages d'éliminer la plupart des chars russes qu'ils engageaient. Avec l'arrivée de l'hiver, une livrée blanche fut appliquée pour aider au camouflage lors des déplacements dans les grandes étendues de la steppe. De concert avec le Marder II au sein du corps blindé SS en février et mars 1943, servaient les Marder III basés sur le châssis du Panzer 38T avec un canon PAK-40 de 75 mm qui sortirent des chaînes de montage de BMM à Prague en octobre 1942. Remplaçant le canon russe présent d'origine sur le Marder III, le nouveau modèle était doté d'un compartiment de tir surbaissé abritant un PAK-40 dont 417 exemplaires furent produits. Les Marder III de la Leibstandarte Adolf Hitler combattaient dans les faubourgs de la ville de Kharkov, le théâtre d'une bataille décisive opposant les chars de la Waffen-SS aux troupes soviétiques du front Voronezh, début 1943. Le Marder III participa à de violents combats durant toute l'année 1943, comme on peut le voir ici avec ce bataillon de Panzerjägers de la 3e SS Panzerdivision Totenkopf lors de la bataille de Koursk en juillet. Les Marder III furent également employés de manière intensive au sein des divisions de l'armée de terre et de la Luftwaffe de la Russie à l'Italie. L'opération Axe, préparée de longue date par les Allemands pour l'occupation de l'Italie, se déroula en septembre 1943. Les forces se déplaçant à travers les montagnes jusqu'en Italie septentrionale étaient dotées des derniers Marder III. Ce nouveau modèle était le résultat d'une révision majeure du concept basé sur le châssis du Panzer 38T, dont le moteur était recentré et le compartiment de tir du PAK-40 déplacé à l'arrière. Près de 1000 exemplaires furent fabriqués par BMM. Les canons automoteurs furent employés en largement plus grand nombre que les chars par les Allemands sur le théâtre italien, le terrain montagneux étant bien plus propice à leur utilisation. Ce que démontrent largement ces images de Marder III de fin de production opérant dans la région de Monte Cassino au premier semestre 1944. Utilisant les ruines d'un village bombardé, le Marder progresse à découvert à l'approche de nouvelles cibles. Conscient de la capacité des pilotes à détecter les traces des chars depuis le ciel, celles-ci sont balayées par l'un des soldats. Le Marder rejoint une position de tir en bordure du village, lui ouvrant un superbe angle de tir sur la vallée en contrebas. Une fois l'ennemi repéré, le tireur charge un obus perforant Panzergranate 40. Après quelques tirs, le Marder se retire pour éviter que la position soit pilonnée par l'artillerie adverse ou l'aviation. Les modèles tardifs de Marder III furent largement utilisés lors de la retraite de Normandie à partir du 6 juin. Comme pour tous les véhicules allemands présents sur le théâtre, un camouflage efficace était primordial afin d'échapper aux chasseurs bombardiers alliés. Les Allemands utilisèrent beaucoup de chars français capturés comme base pour leurs canons automoteurs. Alors qu'une certaine quantité de FCM et de Hotchkiss furent montés avec le canon PAK-40, le plus grand nombre furent montés sur des chenillettes Lorraine. Une bonne quantité de ces machines fiables étaient tombées aux mains des Allemands en 1940 et en 1942, et au moment où ceux-ci avaient désespérément besoin de motoriser autant de canons anti-chars que possible, décision fut prise de convertir 170 chenillettes Lorraine afin d'y monter le PAK-40. Une partie fut envoyée en Russie et en Italie, tandis que le gros de l'effectif resta en France au service des troupes d'occupation. Les images du Lorraine Schlepper sont rares et celle-ci le montre en Normandie en 1944.
Seules quelques-unes de ces machines survécurent à la destruction des forces allemandes lors de cette campagne. Parmi tous les châssis de chars français convertis, le Hotchkiss H-39 fut le plus grandement modifié. Il fut quasiment désossé puis reconstruit pour y monter le PAK-40. Seuls 24 exemplaires furent ainsi transformés. Tous ont servi en France. Le dernier châssis adopté pour monter le PAK-40 n'était qu'un expédient désespéré qui reflétait bien l'état de précarité matérielle dont souffrait l'armée allemande à la fin 1944. Dans l'espoir de placer autant de canons anti-chars que possible sur des châssis automoteurs, Hitler ordonna que le semi-chenillé SDKFZ 251D fût modifié pour accueillir le PAK-40. Toute l'arme, excepté ses roues, pouvait prendre place dans le half-track au prix de modifications mineures. Mis en œuvre par un équipage de 4 hommes, il pouvait emporter 22 obus de 75 mm. Néanmoins, le canon surchargeait l'engin et le SDKFZ 251-22 était en réel surpoids. L'un des premiers Hetzer sortis des chaînes de production fut présenté à Hitler à l'occasion de son anniversaire le 20 avril 1944. Cette nouvelle variante du Panzer 38T marqua un vrai progrès par rapport aux chasseurs de chars conventionnels et leurs compartiments ouverts qui rendaient l'équipage très vulnérable. Le Hetzer fut dessiné sur le modèle des chasseurs de chars dotés d'une superstructure enveloppante et protégée. C'est pour cette raison que le Hetzer fut rangé dans la catégorie des Jagdpanzer et non des Panzerjägers. La production du Hetzer débuta aux usines Skoda et BMM en mai 1944, celle du Marder III étant arrêtée. L'armement premier restait le canon de 75 mm. Tandis que le compartiment fermé offrait à l'équipage une bien meilleure protection que les chasseurs de chars précédents, celui-ci se trouvait également dans un espace plus confiné, rendant la manœuvre assez difficile. Cela empêchait les mouvements du canon qui ne pouvaient en conséquence faire feu que sur un champ de tir réduit. Malgré ces limitations, le Hetzer devint l'un des engins les plus efficaces et l'un des plus fréquemment rencontrés au sein de l'armée allemande durant la dernière année de la guerre. L'emploi efficace des canons d'assaut dans le rôle de tueur de chars mena au développement d'un canon capable de remplir les deux missions, construit autour d'une superstructure blindée montée sur le châssis d'un Panzer IV. Le Jagdpanzer IV, armé d'un canon L-48 de 75 mm, entra en production chez Vomag en janvier 1944. Ils servirent avec la 116e Panzer Division en Normandie. En août 1944, le Jagdpanzer IV fut réarmé avec le canon L-70 de 75 mm que l'on retrouve sur le char Panther. Comme le poids du tube pesait sur l'avant du châssis, les deux premiers galets de roulement à bandage en caoutchouc furent remplacés par des galets en acier. Parallèlement au Panzer IV 70 construit par Vomag, une variante était produite par Nibelungenwerke en Autriche. Le corps du Jagdpanzer IV fut modifié et monté directement sur la caisse d'un Panzer IV standard, ce qui mena au Panzer IV 70A que l'on peut distinguer du modèle fabriqué par Vomag grâce à ses côtés verticaux. Le plus gros, le plus lourd et le plus puissant canon anti-char jamais entré en service au sein de la Wehrmacht fut le PAK-43 de 88 mm. Cette arme donnait à la munition au tungstène une vitesse initiale de 1130 mètres par seconde, qui lui permettait de perforer un T-34 à 3500 mètres. Basé sur le même châssis dérivé des Panzer III et IV et partageant la même superstructure avec le canon automoteur Hummel, le Nashorn, armé du canon PAK-43 de 88 mm, connut son baptême du feu lors de l'opération Citadelle en juillet 1943. Bien qu'il fût similaire en apparence au Panzerjäger improvisé vu précédemment, le Nashorn était totalement conçu autour du canon PAK-43. Contrairement aux autres Panzerjäger plus petits, il ne fut pas distribué au bataillon de chasseurs de chars, mais fut affecté à des sections spéciales au niveau du corps d'armée et détaché selon les besoins opérationnels. La plupart des 494 exemplaires construits servirent en Russie, mais furent également vus en Italie à la fin de la guerre. Le canon standard employé par l'armée allemande au niveau de la division depuis son introduction en 1935 jusqu'à la fin du conflit était le FH-18 de 105 mm. Cette pièce a connu tous les fronts, des vastes plaines gelées de la Finlande au désert brûlant d'Afrique du Nord. Arme multi-usage et largement employée, le FH-18 était monté sur un attelage en deux parties et, pour les premiers modèles, de larges roues d'acier dotées de pneus en caoutchouc.
Sur les variantes ultérieures, elles furent remplacées par des roues à rayons. Un obus de 14,8 kg pouvait atteindre une cible jusqu'à une distance de 10 500 mètres. L'expérience acquise dans l'Est, où le poids du canon causa nombre d'embourbements, incita à développer un attelage plus léger, dérivé du PAK-40. Alors que les semi-chenilles SDK-F7 251-4 et SDK-F7-3 de 11 tonnes étaient utilisés pour tracter le canon de 105 mm en Afrique du Nord et en Russie, le gros de ceux engagés en Europe et dans l'Est étaient tirés par des chevaux. En 1939, un frein de bouche fut ajouté afin d'augmenter la portée du canon. Conçu en 1942 dans le but de conférer une plus grande mobilité au canon de 105 mm affecté aux formations mobiles, le canon automoteur Wespe était basé sur un Panzer II largement modifié. Bien qu'il fût conçu par Halkett, la production fut assurée par Farmo. En février 1943, la décision fut prise de diriger toute la production de châssis de Panzer II chez le constructeur du Wespe. Le nouveau canon automoteur eut son baptême du feu lors de l'opération Citadelle, l'offensive sur Koursk en juillet 1943. Les engins vus ici en action appartiennent au détachement d'artillerie automotrice de la 3e SS Panzergrenade des divisions Totenkopf. À partir de mi-1943, les Wespe commencèrent à apparaître en nombre croissant parmi les unités d'artillerie autopropulsée des divisions des panzergrenadiers. L'équipement des unités sur le front de l'Est était prioritaire car le besoin d'une artillerie mobile devenait de plus en plus pressant. Il s'agissait d'appuyer et de faire mouvement avec les chars qui devaient se déplacer d'une position à une autre au fil des contre-attaques soviétiques. La possibilité pour les formations de Panzer de déployer leur propre artillerie mobile leur permettait de maximiser leurs moyens limités en lançant des contre-attaques face à une armée rouge toujours plus imposante. Déployés le long de la ligne de front, les Wespe devaient effectuer des tirs de barrage très concentrés avant les attaques, puis accompagner les blindés alors qu'ils avançaient. Des formations de combat adaptées comprenant divers types d'armements, dont les Wespe, furent rapidement mises en place par les Allemands pour faire face aux percées ennemies à la fin de l'été 1944, comme on peut le constater sur ces images. La contre-attaque locale est lancée par les forces allemandes appuyées par des Stuka en Biélorussie occidentale. Le commandant supervisant l'opération est le général de la Luftwaffe Robert Ritter von Greim. Après le bombardement aérien préliminaire, l'infanterie allemande fit mouvement pour rechercher le contact de l'ennemi. L'armement employé au sein du Kampfgruppe inclut des chars Panther, des Marder 3, des transports de troupes, de l'artillerie anti-aérienne mobile, des canons anti-aériens de 88 mm tractés, ainsi qu'un soutien d'artillerie fourni par un petit détachement de Wespe. L'apparition d'une formation aérienne soviétique constituée d'Ilyushin II Stormovik déclencha les tirs des canons de 88 mm. Les avions soviétiques ciblent les Panzers en mouvement à travers la plaine. Un certain nombre sont touchés et abattus alors que les canons de 37 mm se joignent à la DCA. Le détachement de Wespe place ses canons en position de tir pour pilonner l'ennemi avant que l'infanterie ne donne l'assaut. Les canons automoteurs anti-aériens Flak Wirling de 20 mm se joignent maintenant à la bataille aérienne alors que les Ilyushin II soviétiques poursuivent leurs attaques. Les troupes allemandes au sol font mouvement sous le feu des avions russes, tandis que les canons de la Flak continuent de tirer pour maintenir une ombrelle protectrice au-dessus des troupes au sol. Un Stormovik touché par la DCA allemande plonge vers le sol. Bien que les bombes des avions russes continuent de tomber, l'infanterie allemande poursuit son avancée. Les blessés sont rapatriés vers l'arrière et la bataille continue sous les bombardements soviétiques. Bombardements et pilonnage d'artillerie réduisent l'horizon à un mur d'explosion. Dans cette dernière séquence, les tubes de 88 mm de la DCA font une autre victime, un chasseur russe qui plonge vers le sol dans un nuage de fumée. Bien que le Wespe ait été généralement bien accueilli par ses utilisateurs, il n'était pas exempt de défauts.
Le châssis du Panzer II était prévu pour un petit véhicule et le compartiment situé à l'arrière de la machine était trop confiné pour un équipage de 4 hommes. De même que les autres canons à toit ouvert, il n'offrait qu'une protection réduite et avait une silhouette massive. Toutefois, les 676 exemplaires produits, auxquels s'ajoutent les 159 transporteurs de munitions qui furent utilisés pour transporter des obus de 105 mm, furent déployés avec succès jusqu'à la fin de la guerre. Ils furent engagés non seulement sur le front de l'Est, mais aussi en Europe occidentale face aux Alliés à partir de juin 1944. Nous avons déjà évoqué l'utilisation intensive par les Allemands de chars pris aux Français et transformés en canons automoteurs. L'un des plus filmés reste celui employant le châssis du char léger Hotchkiss, sur lequel était monté l'obusier de 105 mm. 48 de ces canons automoteurs furent produits et utilisés dans des unités servant en France en 1942. Chacun connut des combats intenses avec le 8e bataillon d'artillerie blindée lors de la campagne de Normandie. Ils servirent de concert avec les chenillettes Lorraine, également modifiées pour recevoir le canon FH-18 de 105 mm. Seuls 24 de ces derniers furent produits. Comme pour tous les véhicules allemands servant en Normandie, les préalables à la survie incluaient la capacité à opérer depuis un couvert. Même si le schéma de camouflage distinctif avec un fond sable et de grosses taches vert olive était efficace, il était nécessaire de profiter des arbres et des haies de la campagne normande pour se soustraire aux vues des chasseurs bombardiers alliés, constamment présents dans le ciel. Une fois en place, le groupe préparait les munitions et commençait le tir. Ces automoteurs embarquaient 32 obus, à peu près autant que les Wespe. Ils sont vus ici en opération avec un détachement d'automoteurs lourds Hummel en provenance d'une division de chars de la Waffen-SS. Entré en service en 1933, le SIG-33 équipa les pelotons d'artillerie lourde des régiments d'infanterie et resta en service jusqu'en 1945. Avec une portée maximale de seulement 4700 mètres, sa tâche consistait à effectuer des tirs de destruction sur les positions ennemies au moment où l'infanterie allemande entrait en action. Sa munition relativement lourde pesait 38 kg et le canon avait une cadence de tir de 2 à 3 coups par minute. C'est cette arme qui fut montée sur le premier automoteur d'artillerie développé pour la Wehrmacht. La décision de monter le SIG-33 sur un châssis automoteur mena à l'utilisation du Panzer IB. Le montage fut conçu par Alket à Berlin, qui convertit 38 Panzer I début février 1940. Ils entrèrent en service pour la campagne de France. Le véhicule issu de ces développements pesait quelques 3 tonnes de plus que le Panzer IB standard. Le canon de 105 mm était monté dans un grand compartiment au-dessus de l'habitacle et lui donnait une apparence très cubique. Il démarra les combats au sein de 6 compagnies d'infanterie lourde, chacune rattachée à une Panzer Division en mai 1940. Les seules images de ce véhicule en action le montrent en train de détruire des positions défensives alors que l'infanterie pénètre dans une ville française. En général, le véhicule se révéla efficace dans l'action et fut plus tard employé dans les Balkans et en Russie, pour finalement disparaître du champ de bataille fin 1943, lorsque les survivants servirent avec la 5e Panzer Division sur le front de l'Est. Aucun autre ne fut construit, car le canon était trop lourd pour le châssis et une si haute silhouette n'était pas souhaitée. En 1941, une tentative de monter le SIG-33 sur un châssis de Panzer II échoua et seuls 12 exemplaires furent construits. Néanmoins, le SIG-33, monté sur le Panzer IB, constitua pour l'armée allemande une expérience enrichissante concernant l'utilisation de l'artillerie automotrice. La plateforme ayant accueilli le SIG-33 en plus grand nombre fut le Panzer 38T. Les deux modèles produits furent baptisés Bison. Le premier apparut en février 1943. Il utilisait le châssis d'un char avec le canon monté à l'avant dans une superstructure carrée. Alors que ces armes étaient attendues pour la campagne d'été à venir, les 90 premiers exemplaires du modèle vu ici furent convertis sur la base du Panzer 38T, modèle H, de retour du front, et ensuite affectés aux compagnies d'artillerie lourde des divisions des Panzergrenadiers. Le Bison entra en service en 1943 et fut engagé en Tunisie, en France et en Russie. L'exemplaire vu ici a appartenu aux Waffen-SS déployés lors de la bataille de Koursk en juillet. Un petit nombre d'entre eux combattirent également en Normandie en 1944.
Vu sur ces images prises à Milan en août 1943, où il fut envoyé pour une mission de sécurité après avoir été malmené à Koursk, ce PZ-38T Bison, rarement filmé, appartient à la première SS Panzer Division Leibstandarte de Adolf Hitler. Il dépasse ici un Marder 3 de dernière génération, appartenant au bataillon de Panzerjäger de la division. 282 exemplaires de la version finale du Bison furent équipés du SIG-33, monté sur le même châssis du P738T, utilisé pour les derniers Marder 3 modèles tardifs. Le SIG-33 fut également employé en 1941 pour fabriquer un canon d'assaut entièrement blindé et puissant sur châssis de Panzer 3E et F8. La production de série ne fut jamais lancée et seuls 24 exemplaires sortirent des usines. Ils servirent à Stalingrad en 1942 et leurs survivants participèrent à la percée de Koulan en Russie méridionale. 60 canons d'assaut Brumberg firent leur début au sein du 216e bataillon de canons d'assaut lors de la bataille de Koursk en juillet 1943. Conçue comme un engin blindé d'assaut lourd, cette machine avait les faveurs d'Hitler qui en avait ordonné la production en octobre 1942. Le SIG-33 était monté sur une rotule dans une cabine lourdement blindée avec 100 mm de blindage à l'avant et 50 mm sur les côtés. La première version manquait d'une mitrailleuse tirant vers l'avant et de plus l'épiscope du pilote était monté trop bas sur l'avant de la superstructure. Le Brumberg de milieu de production pouvait se distinguer facilement par le périscope monté sur le poste de pilotage. On aperçoit un Brumberg de dernière génération passant derrière cet équipage que l'on décore pour sa bravoure lors de rudes combats contre les Britanniques à la frontière hollandaise. La superstructure blindée du Brumberg offrait une protection et un espace intérieur pour un équipage de 5 hommes, nettement meilleur que le Panzer IV. De plus, le dernier modèle de Brumberg avait été largement modifié afin d'incorporer un nombre significatif d'améliorations. L'absence d'une mitrailleuse d'autodéfense fut ainsi comblée par le montage d'une rotule sur le côté gauche du glacier avant. Le blindage de ce dernier fut également amélioré. Le calibre standard des canons lourds de l'artillerie allemande durant la guerre était de 150 mm. Ces armes furent employées dans un certain nombre de versions différentes. Là où le gros de l'artillerie lourde était tiré par des chevaux, les FH-18 de 150 mm rattachés aux Panzer Division étaient tractés par des engins. Chaque Panzer Division disposait de 3 bataillons d'artillerie, dont un d'artillerie lourde à 3 batteries de 4 canons, tractés par des semi-chenillés de 8 tonnes. Même si la vitesse avec laquelle les semi-chenillés pouvaient amener les canons sur zone était impressionnante, comparée à la lenteur des chevaux, la mise en batterie pouvait prendre une demi-heure. Les performances de l'arme en elle-même étaient néanmoins satisfaisantes. Le FH-18 pouvait tirer un obus de 43,5 kg à une distance de 13 km. Mais ce que les unités voulaient, c'était un automoteur chenillé doté du canon de 150 mm qu'elles pourraient déployer à la demande. Elles allaient devoir attendre jusqu'en 1943.